Messieurs, bonjour et bienvenue dans Tribune VIP, l'émission qui vous propose des entretiens avec des dirigeants du sport national. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Patrick Boer, directeur et fondateur du Marathon des Sables. Bienvenue, Monsieur Boer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir. Écoutez, le Marathon des Sables, qui dit Marathon des Sables, dit forcément le triomphe des Marocains. C'est fulgurant, il y a plusieurs succès donc, chez Ahmed Saal, chez El Morabiti. Comment est-ce que vous expliquez le fait que ce soit la course extrême qu'affectionnent particulièrement les Marocains? Il faut dire que ceux qui gagnent déjà, c'est les enfants du pays, hein, les enfants de Zagora. La saga Ansal, ça a duré 15 ans. Rachid El Morabiti a 8 victoires. Son petit frère derrière pousse. Il veut égaler le record de Lassen Ansal avec 10 victoires. Donc je pense qu'il va y arriver. Il a tout pour faire. Mohamed, son frère, a essayé de le battre cette année. Ce n'était pas possible. Et puis ça a été un doublé aussi. Aziza Raji, qui participe pour la 3e fois, avait un rêve, nourrissait de gagner cette épreuve. Elle l'a gagné cette année, donc c'est magnifique. Le Maroc peut être hyper fier, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrents d'autres pays, puis des athlètes très forts. D'ailleurs, on a vu Mathieu Blanchard, qui a fait 3e sur l'UTMB à Chamonix, qui a dit dans un film récemment qu'en fait, on ne pourra pas battre les Marocains. On peut faire un podium, puisqu'on avait un Français, Meryl Robert, qui a fait 3e, mais il dit, je ne vois pas comment on peut les battre. Il dit, je les ai observés tout le temps, la façon de poser le pied sur le sable. Ils ont une agilité particulière, et puis l'endurance et la chaleur. Surtout que cette année, on a eu 10 degrés de plus que les moyennes de température annuelles normales. C'est très très compliqué, quoi. Justement, on peut faire un petit bilan de cette 35e édition qui vient de passer? Oui, alors bilan mitigé, à la fois c'était une réussite, parce que ceux qui sont allés au bout, il y a 350 coureurs qui sont allés chercher la médaille quand même. Mais on a eu des températures extrêmes, des déshydratations, des coups de chaleur, une épidémie de gastro sur le bivouac, un décès lors de la 2e étape, un Français. Sans parler des conditions imposées par le coronavirus et Bien tout sûr, ce qui va avec. on a dû respecter un protocole sanitaire vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, c'est normal aussi. On était content de revenir hein, après presque 2 ans d'absence. Province des Rachidia, c'est la première fois qu'on posait nos avions là-bas, accueil extraordinaire. Franchement, on a rarement vu ça, c'était super. Les gens tellement enthousiastes de nous accueillir pour la première fois. Donc, et au Ouarzazate, le retour, ça a été pareil. Donc, franchement, je crois qu'ils ont marqué cette envie de nous accueillir à nouveau, avoir envie que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le Sud, qui sont devenus des amis, hein, en 35 ans, 35e édition. Là, on prépare la 36e du 25 mars au 4 avril prochain. Et il y a déjà 1100 coureurs passés, 1140 coureurs passés, quoi. Alors que nous étions que 700 l'édition du mois d'octobre, qui était un report. Donc les gens ont reporté sur différentes années. Et là, ça va être aussi un retour normal sur le calendrier et aussi la vitesse de croisière entre 1000 et 1200 coureurs. Donc c'est parfait. Justement, on peut avoir un peu plus de détails par rapport à la boucle de l'édition à venir? Alors, les parcours sont gardés secrets, ne sont dévoilés qu'au dernier moment aux participants. Quand ils arrivent à l'aéroport, on leur donne dans le bus, ils découvrent évidemment l'itinéraire. Aussi pour des raisons de sécurité, de confidentialité à ce niveau-là, et puis de garder la surprise aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans la province de Erachidia que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il y a une diversité d'itinéraires, de sites magnifiques. On alterne les djebels, les lacs asséchés, les zoueds, les petits villages. C'est magnifique, magique, et c'est ça l'intérêt de la caravane qui se déplace chaque jour. On fait découvrir des sites magnifiques. Quotidiennement, ça change. Le bivouac, ce petit village, se déplace quand même tous les jours parce qu'on est à peu près 1800 personnes environ, parce qu'entre les coureurs, le staff, les médecins, les journalistes, l'encadrement, l'intendance, les monteurs de tentes, c'est énorme. On est sur combien de personnes à peu près? Alors nous, à peu près 500 personnes, encadrement, tout confondu. Environ entre les prestataires aussi qu'on est au Maroc, médecins, j'ai 68 médecins l'année prochaine aussi, j'en avais 45 cette année, mais c'est proportionné au nombre de participants, 2 hélicoptères, aussi la gendarmerie royale qui vient nous épauler, les forces armées royales, les phares avec une trentaine de camions militaires qui viennent nous aider à transporter toute la logistique impressionnante, les tonnes d'eau minérale Sidi Ali à transporter, enfin c'est énorme. Et on est très étonné quand les gens viennent voir comment on peut démonter ça en 2 heures et remonter ça 30, 40, 80 km plus loin. C'est extraordinaire. Et la beauté des sites, franchement, c'est une des provinces que j'affectionne tout particulièrement. Donc vous comprenez en fait l'engouement qu'il y a tout autour du Marathon des Sables. Bien sûr, parce qu'au Maroc, il y a des gens qui font des courses à l'international, mais
C'est comme chez nous, il y a beaucoup de Parisiens qui ne sont jamais montés à la Tour Eiffel, qui ne sont jamais voir. Et ben là, le Sud, le Sahara, c'était l'opportunité, dans une course internationale, de vivre un moment magique, qui est pour moi un grand luxe aujourd'hui, de vivre des moments comme ça, coupés du monde, parce qu'on vient rompre avec le quotidien. Donc là, c'est l'occasion unique de retrouver l'homme originel, en fait, dépouillé de tout, qui garde juste l'essentiel. On doit marcher, boire, On est en manger, autosuffisance. dormir, autosuffisance alimentaire, on emmène sa nourriture, donc la gestion est fondamentale. Et puis on se retrouve dans un contexte particulier, quoi. On est le soir au bivouac, on fait du feu avec ses compagnons, on échange, il n'y a plus de téléphone portable, c'est interdit. Par contre, on reçoit des emails, on doit découper entre 50 000 et 70 emails par édition, quand on est à peu près un bon millier. Et les gens relisent sous la tente, et là, l'émotion, on retrouve des courriers, en fait, les lettres. On n'entend plus des gens raconter leurs histoires au téléphone. La technologie, oui, au service de l'organisation et de la sécurité, mais les coureurs, allez, on s'échappe un peu de ce monde-là, on retrouve ce pourquoi on est venu, rompre avec notre quotidien, notre vie stressante, pour retrouver des codes très très simples. Hein, voilà. Et ça, c'est une aventure humaine extraordinaire, franchement. Qu'est-ce qui a fait germer cette idée donc en 1986, quand vous décidez de lancer le Marathon des Sables? Quel est on va dire, l'élément déclencheur? Alors, il y a une espèce de fou à l'époque qui s'appelait Patrick Bauer, en 84, qui est parti faire une expédition dans le Sahara, tout seul, avec son sac à dos. Autonomie, eau et nourriture, 35 kilos, 350 km. Parce que j'avais vécu en Afrique 2 ans et traversé plusieurs fois le Sahara en voiture et j'ai eu envie de le découvrir à pied. C'était un peu l'appel du désert, soi-disant ça existe, bah ouais, j'ai été touché. Et en fait, quand je suis rentré de cette expédition, ça a duré 12 jours pour parcourir ces 350 km. J'ai fait une petite projection avec une caméra Super 8 dans ma ville, et puis ça a créé un engouement. Les gens n'avaient pas envie de partir seuls, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de nourriture lyophilisée, l'équipement high-tech n'existait pas. J'avais un duvet qui faisait 4 kilos, aujourd'hui j'en propose à 500 grammes dans ma boutique. Donc vraiment, ça n'a rien à voir, les camelbacks, tout ça, il n'y avait rien. Les premières bouteilles, d'ailleurs, des participants à l'époque, c'était les bouteilles de Cialis scotchées avec une pipette, un bouchon. C'était vraiment précurseur de tous ces nouveaux équipements. Donc voilà, cette expédition m'a beaucoup touché, émotionné, et j'ai eu envie de faire partager cette expérience en créant une épreuve aux caractéristiques un peu proches de mon expédition, c'est-à-dire désert, marche, course, et autosuffisance alimentaire. Il est difficile de parler du Marathon des Sables sans évoquer Christian Gintet, Oui, qui est toujours là. Toujours là. Comment est-ce que vous expliquez ça, longévité? Franchement, c'est une histoire de sa vie, je crois. Il a participé en octobre pour la 33e fois, et il est bien entendu au départ de la 36e édition. Ah, c'est prévu? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je lui dis, Christian, non, tu ne vas pas t'arrêter, parce que cette année, comme je l'ai suivi un petit peu sur le terrain, et je lui dis, Christian, mais tu as l'air de... Il a fait une fracture de fatigue. Je l'ai vu coucher un poste de contrôle. J'ai dit, waouh, le pauvre, il ne va pas pouvoir continuer. Il a continué, il a terminé. Et c'est dingue, c'est dingue. La volonté, c'est là où la condition physique est importante, mais le moral est fondamental, hein, c'est 50%. Franchement, et là-dessus, les femmes, franchement, je veux dire, vous êtes extraordinaire. Justement, sur la première édition, il y avait, il me semble, 2 femmes. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, on n'était que 23, il faut dire aussi. Donc proportionnellement, on est passé après 4-5%, maintenant on est à 20% de femmes. Vous pouvez nous parler de cette dernière étape? Donc il y a traditionnellement 6 étapes, mais la dernière est très spécifique. Alors oui, parce qu'elle est courte en général, parce que c'est une étape qui n'est pas chronométrée. Le classement officiel se fait à l'issue de l'étape marathon, les 42 km. Cette étape, elle est symbolique, où on a tous un petit t-shirt, des fois bleu ou jaune, avec un smiley, Solidarité Marathon des Sables. Et on s'est constitué en fait juridiquement avec une fondation, parce qu'on a fait beaucoup d'actions comme ça, caritatives depuis le passé, des stations de pompage photovoltaïques, mettre des adductions d'eau dans des écoles, faire des toilettes, des douches, des choses comme ça. Mais on s'était pas, ça partait un peu dans tous les sens. Et là, on s'est structuré, ça nous permet d'avoir une vraie entité pour pouvoir solliciter des fonds, des soutiens, des subventions. On en a eu à Genève, on en a eu en Espagne pour un ami qui a une fondation. C'est difficile, moi, mon rôle en tant que président, c'est de ramener des sous. Heureusement qu'il y a un bon back-office derrière, des gens qui travaillent. Et là, cette étape de solidarité, elle soutient notre centre à Ouarzazate, qui s'appelle Sport Éveil Academy. On a construit un centre en Pisé pour accueillir à peu près, là on a 235 enfants qu'on a eu à la rentrée. C'est dédié à l'athlétisme.
Donc il y a les tout petits de 3 à 5 ans, c'est plutôt de l'éveil corporel. Hein, mais pendant qu'on s'occupe des tout petits, les mamans profitent des cours d'alphabétisation. Il y a eu 36 mamans qui ont eu un diplôme après 3 années d'enseignement, reconnu par l'éducation nationale au Maroc. Oui. Donc ça valorise le travail des mamans, ça valorise le travail de l'enseignante. On a 7 salariés à Ouarzazate. À l'entrée de Ouarzazate, le petit village d'Aïs Foutaline, il faudra venir le visiter avec nous. C'est magnifique, c'est en pisé, c'est très beau. On a des salles de classe pour l'informatique également. Bon, les cours d'arabe pour les mamans. Une coopérative aussi, on a amené des machines à coudre, des trucs à tisser, des machines à tisser, parce que le but c'est que ça leur apporte des revenus complémentaires. Donc ça marche très très bien. Et nos petits chouchous qui font du sport, là, on vient de leur construire une piste d'athlétisme en tartan et un mini stade de foot, parce que tout le monde joue au foot quand même, quoi. Donc il y a le stade de foot au milieu de la piste en tartan, c'est magnifique. Alors c'est pareil, on s'est dit à un moment donné, on n'avait pas tous les sous pour le faire. Donc j'ai dit, mais on y va quand même, parce que si on attend, on n'y va jamais. Donc le marathon des sables, c'est pas qu'une course extrême. Non, c'est aussi ces à côté là qui, si nous, il faut laisser une trace, une belle empreinte. Et puis le sport, je crois que c'était la meilleure chose, l'enseignement. Et puis révéler peut-être des futurs talents, des futurs Morabiti, des futurs Ansal. Et là, il faut les voir courir sur la piste d'entraînement, c'est génial. Ils ne courent plus dans les cailloux, quoi. Je veux dire, il y avait des salles pour les tout petits, des salles d'informatique, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de lieu dédié. Il y avait des cailloux et là, il fallait quand même investir là-dedans. Donc on a réussi à boucler ce challenge. Ça n'a pas été facile parce qu'à un moment donné, on a 7 salariés à Ouarzazate et on a pu maintenir les salaires pendant la période de crise qu'on a tous connue. Et donc on était un petit peu juste en trésorerie, il a fallu aller chercher encore un peu des sous à droite et à gauche, et on a réussi, quoi. Et le fait que les gens voient ça après, ils se disent « Ouais, c'est génial, moi aussi j'ai envie d'aider », ou « Qu'est-ce que je peux faire, Patrick, pour te donner un coup de main ?» Il y a des élans de générosité quand on le fait. Si on dit « On va faire », ah oui, mais si on a fait, c'est pas pareil, quoi. C'est les actes qui parlent après, c'est ça qui séduit le monde. Monsieur Bauer, en 86, vous attendiez à être présent 35 ans plus tard? Alors, pas du tout, parce qu'en 86, quand j'ai fait ma première course, j'ai eu la chance de rencontrer Moulay Ahmed Alaoui, ministre d'État. On est devenus vraiment des amis. Il y avait, bon, j'avais 26 ans, il y avait un rapport paternel, quoi. Il m'a dit « Patrick, il faut y aller ». Et au départ, je voulais plusieurs centaines de coureurs la première année. Heureusement, je ne les ai pas eus parce que c'était pas bien organisé la première édition. Et on a eu que 23, donc ça allait quand même. Et il m'a dit, mais il faut persévérer, il faut continuer. Et en fait, on a toujours cette vision d'une année sur l'autre, parce qu'on ne peut pas se projeter, on n'est pas devin. Ce qu'on fait, c'est voilà, au quotidien, d'une année sur l'autre, et on en tire les enseignements pour se tirer vers le haut, faire mieux d'une année sur l'autre. Et puis les concurrents sont venus comme ça petit à petit. Il y avait j'ai créé des représentants à travers le monde qui faisaient la promotion au sein de leur propre communauté, de trailers dans leur pays. Petit à petit, des chaînes comme Eurosport ont contribué aussi largement à l'internationalisation des courses. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est super, merci de m'accueillir, c'est génial. Je suis toujours content d'en parler avec enthousiasme et de partager ça parce que le plaisir, c'est fondamental. Je l'ai toujours, la passion et le plaisir. Donc, tant que c'est là, on va aller au bout du monde. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Tribune VIP.